Eh, mais c'est mon moteur ça! Mais t'es qui toi? Moi, c'est Krone. Ah, le fameux moteur asynchrone. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond aux commentaires de Steven et on voit comment fonctionne le moteur asynchrone. Bon déjà, avant de commencer l'explication, il y a plein de notions qu'on a déjà vues dans des vidéos précédentes. Donc je vais les réexpliquer mais que brièvement. Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous mets d'ailleurs une playlist dédiée juste ici. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de comment fonctionne un moteur asynchrone, on va être obligé d'aborder les réseaux. Ouh là là non, pas ceux-là! Les réseaux électriques. Jusqu'à présent, quand on a abordé des sujets liés au courant alternatif, on n'a parlé que de courant monophasé, c'est-à-dire avec une seule phase. C'est ce qu'on a à la maison, c'est le 220 volts 50 Hz qu'on a dans nos prises. Mais en industrie, souvent on utilise du réseau triphasé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bah déjà, comme son nom l'indique, triphasé, 3 phases. Mais comment ça 3 phases? Comment ça marche? Si vous vous rappelez bien, on a vu que le courant alternatif était sous forme de sinusoïde. Et bah pour le triphasé, ça va être pareil. Chaque phase va être sous forme de sinusoïde. 3 fois la même pour être précis. Avec une petite différence quand même. Elles vont être décalées dans le temps. Il va y avoir un déphasage de 120 degrés. Bon voilà, il fallait juste aborder ça, vous comprendrez un peu plus tard. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on n'a pas parlé du neutre ou des régimes de neutre, ça pourrait être intéressant dans une future vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abordons maintenant le moteur asynchrone. Bon, tout comme on a déjà vu dans l'alternateur ou dans différents moteurs électriques, dans le moteur asynchrone, il y a deux grandes parties, le stator et le rotor. Le stator, on a déjà expliqué, c'est statique, c'est la partie qui ne bouge pas. Et le rotor, inversement, c'est celui qui est en rotation, c'est celui qui bouge. Le rôle du stator dans un moteur asynchrone va être de créer un champ magnétique tournant. Ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer juste après. Et le rotor, lui, ça va être de tourner tout simplement. Alors, comment on va créer ce champ magnétique tournant? Bon, on a déjà vu par le passé comment créer un champ magnétique. Une bobine, on fait passer un courant à l'intérieur, une intensité, et ça crée un champ magnétique. Et le sens de l'intensité dans la bobine va déterminer le sens du champ. Vous vous rappelez la règle de la main droite, L'intensité rentre par ma paume, sort par mes doigts, le sens du champ est donné par le pouce. Eh bien si, dans cette bobine, on y met un courant alternatif. Vous vous rappelez? Un coup les électrons dans un sens, un coup dans l'autre, et ainsi de suite. L'intensité va donc dans un sens, puis dans l'autre. Donc le champ magnétique va lui aller dans un sens, puis dans l'autre. Bon, ça ne nous avance pas trop pour l'instant, mais vous allez voir, on va vite comprendre pourquoi ça va nous servir. Donc là, on va simplifier un peu le stator d'un moteur asynchrone. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça va nous permettre de bien comprendre comment ça marche. On va mettre 3 bobines à coller au stator. 3 bobines alimentées chacun par une phase, d'où le fait qu'on ait du triphasé. Ces 3 bobines vont être décalées l'une de l'autre de 120 degrés. On a dit tout à l'heure qu'en triphasé, chaque phase était déphasée de 120 degrés, qu'il y avait donc un temps de retard entre chaque phase. Le champ magnétique de chaque bobine va donc être différent à chaque instant T. Si on fait la somme de ces 3 champs magnétiques, alors pour les matheux, c'est une somme vectorielle. Pour les autres, on va juste faire confiance au schéma que je vais vous montrer. Eh bien, on voit qu'on va créer donc un champ tournant. Maintenant qu'on a bien expliqué comment ça fonctionnait au niveau du stator, il va être intéressant de voir comment ça marche au rotor. Deux types de rotors possibles, les rotors bobinés ou les rotors à cage d'écureuil. Les rotors bobinés, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça marche à peu près pareil. On va vraiment parler de la cage d'écureuil. Déjà, on va se demander pourquoi ça s'appelle comme ça. Déjà, un rotor à cage d'écureuil, ça ressemble à ça. Ça ressemble donc à ce qu'on appelle une cage d'écureuil. Ou plus simplement, vous savez quand le hamster tourne dans sa roue, la roue du hamster, ça ressemble à ça. Deux anneaux reliés entre eux par des barres conductrices. À partir de maintenant, tout ce que je vais vous raconter est une simplification des équations de Maxwell. Maxwell qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Bref, je disais, les équations de Maxwell, c'est un peu plus compliqué. On va pas l'aborder ici, on va juste savoir que ça existe. Et pour ceux qui veulent un peu plus creuser, je mets des liens dans la description afin d'approfondir. Et bah ça dit quoi? Ça dit que si un conducteur est traversé par un champ variable, donc un champ magnétique qui change, ce qui est le cas, parce que notre champ magnétique est tournant. Donc à chaque point du rotor, il a une variation de flux magnétique. Et bien quand il y a une variation de flux magnétique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une création d'intensité. Donc dans chaque barre, il y a une intensité qui va dans un sens et dans l'autre. Et bien si on regarde bien notre rotor, qu'on a bien une intensité qui tourne en boucle, ça vous rappelle pas quelque chose ça? À une boucle, on peut associer ça à une bobine. Et qu'est-ce qui se passe quand un courant traverse une bobine? On crée un électroaimant avec un nord et un sud. Et donc on a un champ magnétique qui tourne et un électroaimant qui va donc vouloir rattraper le champ magnétique. C'est un peu comme si je faisais tourner un aimant avec un autre aimant. À ceci près que le rotor ne tourne pas aussi vite que le champ magnétique. Et donc, si le rotor tourne moins vite que le champ tournant, on comprend pourquoi ça s'appelle un moteur asynchrone. Si vous voulez, le rotor essaie toujours de rattraper le champ tournant, mais il n'y arrive jamais. Tourne moins vite.
S'il tournait à la même vitesse, ça serait un moteur synchrone. Cet écart de vitesse fait même partie des paramètres du moteur asynchrone. En fait, c'est un petit calcul facile à faire. On calcule le pourcentage d'écart de vitesse et c'est ce qu'on va appeler le glissement. C'est en gros entre 1 et 10% en fonction des moteurs. Mais c'est quelque chose d'important parce que ça apparaît même sur la plaque signalétique de chaque moteur asynchrone. Donc juste pour comprendre en une phrase ce qu'est un moteur asynchrone, au stator, on a création d'un champ tournant grâce aux bobines qui sont alimentées en triphasé. Il va donc y avoir dans le rotor, la cage d'écureuil, la création d'un courant induit qui lui-même va créer une espèce de champ magnétique qui va vouloir suivre le champ tournant qui fait tourner le moteur. Bon, cette explication est encore une fois très simplifiée, mais je rappelle comme à chaque fois que le but de la chaîne n'est pas là pour faire un cours, mais bien une explication pour comprendre les notions. Bon bah c'est tout pour moi. Comme d'hab, vous savez ce qu'il reste à faire. Abonnement, like, cloche. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Allez. Bonjour les padawans de la physique.